Alors, comme vous avez pu le constater, Jean Frébault a parfaitement rempli le contrat, assurant la synthèse en 4 points et rapidement, et je pense que c'était très intéressant. Nous allons débattre avec vous. Comme je sais qu'il y a des gens qui vont partir avant la fin, je préfère vous annoncer tout de suite que le prochain 5 à 7 aura lieu plutôt en 2013, autour d'une expérience comparable qui sera celle du Bronx, à New York, avec la passionnariat du Bronx, que certains d'entre vous ont rencontré quand on a fait l'atelier Projet Urbain à New York, qui est Majora Carter, une personnalité incroyable qui a remué le quartier en se battant contre la création d'une décharge, une nouvelle décharge, et elle l'a transformée en jardin, en parc, et elle a mené une action vraiment totalement bottom-up, qui est aujourd'hui totalement reconnue par le maire, la collectivité, et elle se bat pour des emplois verts, donc elle fait le lien entre environnement, participation et quartier difficile. Donc la date n'est pas fixée, mais je pense que ça se tiendra ici, parce que nous serons obligés d'avoir, je demande à Laurence, nous aurons besoin de la traduction cette fois, et donc ça se passera sans doute ici, on vous l'annoncera. Alors maintenant, la parole est à vous. Si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous souhaitez réagir, poser des questions, c'est le moment. Je ne sais pas qui tient le micro, Sarah ou Laurence. Oui, bonjour. Sophie Schmitt, Sodéarif. Dans tous ces projets, je voulais savoir s'il y avait eu des partenariats privés avec l'économie privée. Si vous aviez réussi à la faire intervenir. Okay. Autre question ? Oui. Oui. Anne Guerrière. Oui, dans le cas du Brésil, ce que je voudrais poser, c'est le problème de la propriété. C'est-à-dire que dans le cas du Brésil, les gens, donc des favelas, occupent des terrains. Et il y a eu une nouvelle politique urbaine au niveau mondial qui a été proposée par l'ONU et la Banque mondiale au sommet d'Istanbul en 1976, en même temps qu'on déclarait le droit au logement, qui était justement de régulariser les bidonvilles au lieu d'expulser sans arrêt les gens, parce qu'au fond, en tant qu'économistes, ils estimaient qu'on détruisait de la richesse, alors que urbaniser les bidonvilles aurait permis de développer de la richesse. Je ne sais pas exactement quel est le statut maintenant des habitants qui habitent ces favelas urbanisées. Est-ce qu'ils sont locataires? Est-ce qu'ils ont un droit d'occupation foncière reconnu par l'État ou la ville? Parce que c'est quelque chose de très important. En fait, on ne prend aucune initiative quand on n'a pas le droit de prendre une initiative, parce qu'on est même locataire de logement social en France, par exemple, ou a fortiori quand on est occupant précaire sans aucun droit. On voit que même en France, dans le cadre des jardins partagés, des villes comme Paris, Lyon, entre autres, sous la pression d'associations, ont pris l'initiative de négocier avec des propriétaires un droit d'usage temporaire pour donc du jardinage. Mais vu le problème massif de logement qu'il y a en France, puisque un tiers de la population a des revenus inférieurs à ce que tous les professionnels considèrent le revenu nécessaire, y compris pour louer un logement social. Le logement social, c'est le 2e tiers, et le privé, c'est le 3e tiers. Donc il y a un tiers de la population qui est en dessous du niveau. Et dans ce tiers de la population, il y en a des demandeurs directs, puisqu'on a, je ne sais plus combien, on considère qu'il manque 1 500 000 logements à l'heure actuelle. Donc il va falloir inventer des solutions, et ce problème de la propriété me semble fondamental. Il est aussi fondamental dans le travail paysager. Tant que les UP étaient la propriété des offices HLM, il ne se passait rien dans les espaces publics. Il a fallu faire une dévolution de l'espace public aux mairies pour qu'on puisse commencer à intervenir sur l'espace public. Donc voilà, je voulais poser ce problème de la propriété. Merci. Alors peut-être que vous pouvez commencer à répondre sur est-ce qu'on associe les privés, d'une part, Elena, vous pouvez nous dire dans votre démarche, et peut-être Eduardo pourra nous dire si c'est le cas aussi sur les favelas et la question de la propriété. Eduardo, commencez-vous. Vite fait, la réponse, c'est très intéressant sur la question de la propriété. En effet, depuis longtemps,
nous n'avions pas des résolutions. Et la question de la propriété était posée au Brésil. On vient de faire une révolution au champ de la loi nationale. Et maintenant, il y a toute une révolution des régularisations. C'est-à-dire tous ces favelas, elles commencent des processus de régularisation. Et ces familles, elles en ont l'espoir vite fait. Dès que tous les travaux sont faits, elles vont passer à la propriété. Ils vont avoir des titres de propriété dans un délai qui dépend justement des conditions foncières d'un côté, qu'il faut les résoudre, et d'un côté urbain. Donc ces processus, vraiment, ils entraînent, ils proposent en quelque sorte une participation chaque fois plus grande. Tu as absolument raison, ça a commencé en 1996 à Istanbul, mais ça a demeuré très très longtemps. Et finalement, on a le courage de prendre au Brésil. Ça a été l'un des grands problèmes. C'est quand même les urbanisations qui ont été faites sur le terrain ne donnaient aucun espoir de droit de la propriété. Et comme nous n'avons pas une tradition de la location au Brésil, ce qui a été toujours discuté, comme les expériences françaises en Amsterdam et d'autres pays, les droits à l'accession, bon, c'est un pays assez grand, c'est un espoir que les gens vont avoir ces parcelles. Mais ces parcelles doivent être régularisées d'abord parce qu'elles étaient en dehors de la loi. Il y a tout un mouvement du pouvoir local qui vont désormais, avec une loi nationale et des lois locales, qui peuvent faire la régularisation. Donc on est en train de faire ça. S'il y a des terrains qui ne sont pas appropriés, on va le déménager de ces terrains-là. Mais dès que le terrain soit propriétaire et que la propriétaire ait fait des appropriations du privé, soit des terrains de l'État, dès que ça termine les travaux, justement, ils vont en avoir la propriété. Je crois que la régularisation foncière, c'est le plus grand projet qui nous sommes montant. Comme je vous ai montré, 2 millions de résidences sont irrégulières. Et comme disaient pas mal de penseurs d'Amérique latine, des Soto à Pérou et tout ça que tu connais, finalement, nous, on commence ces travaux qui est un travaux immense, que ça va durer encore 10 ou 15 ans, on en croit, pour avoir des résolutions et des suivis de ce processus. Est-ce que tu peux répondre à Sophie sur l'investissement privé dans les favelas ? Oui. Là, sur le favela, l'investissement privé, ce n'est pas quelque chose d'important direct. Mais nous avons commencé cette année pour la première fois un partenariat public-privé. Dès qu'il y a eu des amendes d'argent pour mettre sur les subsides, pour la première fois, on vient d'ouvrir au Brésil le premier partenariat public-privé pour bâtir les maisons de logement social. Bien sûr que le privé, il entre avec un certain risque, mais ce n'est pas connu encore. Et les premiers travaux, c'est pour 10 000 logements dans la ville de São Paulo. Et il y a des entreprises un peu partout qui entrent. C'est 53 entreprises, on le fait. Et c'est un appel d'offres ouvert. C'est très intéressant. C'est pour la première fois qu'on va faire des publics privés pour le logement social. Moi, je ne sais pas dire que ce qu'on va aboutir. Moi, j'ai même des doutes. Nous avons des doutes que ça va aboutir, mais c'est la première expérience. C'est à São Paulo. C'est au mois de juillet dernier. On va ouvrir les enveloppes en décembre. Donc, on aura beaucoup à penser sur le public privé et pour le logement social au Brésil. C'est la première expérience. Merci. C'est tout. Pour le reste, il n'y a pas d'investissement privé directement dans le logement social ou des favelas. C'est-à-dire, pour la question de l'investissement privé, dans ces quartiers KIPSIP, c'est possible, dans les projets qui sont présentés à la commune, dans le cadre du programme, c'est possible d'avoir des financements privés qui ajoutent à l'amont que nous disponibilisons pour le projet. C'est-à-dire, la commune ne paie pas pour donner de l'argent à des entreprises. Mais le partenariat peut demander à des entreprises pour renforcer le projet et nous acceptons ça. Ça marche. Dans quelques quartiers, ça marchait. Par exemple, dans un quartier, ils ont créé un projet pour une banque d'emploi. Et ils ont eu une offre d'emploi de plusieurs entreprises pour des personnes qui étaient dans le chômage dans le quartier. Et c'était une offre tout à fait privée et elle a renforcé le projet parce que, enfin, ce type de choses, c'est possible. Ou bien ils offrent par exemple, le projet dont je vous ai montré l'image du poster. Tout le travail professionnel a été offert par des entreprises privées. Le travail de marketing, le travail de casting, le travail de production du poster, le travail de design, tout cela a été privé. Ce n'était pas payé par le projet,
Et c'est le groupe qui a créé le projet, qui a battu à différentes portes pour recueillir cet appui. Et nous l'acceptons parce que c'est très bien, s'ils ont cette capacité, c'est bien. Par contre, la municipalité elle-même, elle ne va pas demander au privé de payer ça. Ce n'est pas le moment. Hein. Dans le moment où il y a une charge fiscale tellement lourde, je ne sais pas s'ils recevront très bien. Pour la question de la propriété, ça c'est très très important. Nous avons une large expérience de quartiers illégaux, mais la propriété dans ces quartiers illégaux, normalement, a été achetée par les gens avec leurs économies, mais sans permis de construire. Donc, ils ont acheté très, très, très bon marché parce qu'il n'y avait pas de permis de construire. Après, ils ont construit, et maintenant, la question de régularisation, c'est accepter la construction ou démanteler ou démolir ou légaliser la construction. Le terrain est légalisé. En outre, nous avons des situations plus compliquées où les gens ont envahi des terrains privés sans acheter. Par exemple, il y a presque une ville qui s'appelle Cova da Moura, aux alentours de Lisbonne, plus de 5000 familles, ils ont occupé des terrains privés. Et ce n'est pas possible de délocaliser 5000 familles. C'est une petite ville. Donc là, nous faisons pression, quand je dis nous, c'est les mouvements qui sont en contact avec les gens de ce quartier. On fait pression sur la municipalité pour qu'ils exproprient le terrain, pour que ce soit un terrain public, et après, on pourra légaliser la propriété. Nous avons un troisième cas, c'est des terrains municipaux qui ont été offerts aux populations dans les années 1976 pour faire leur maison. Mais depuis ce moment-là, on n'a jamais légalisé la situation. Les gens ont bâti les maisons. Depuis 3 ans que je suis à la municipalité, on a déjà légalisé des dizaines de situations où les gens avaient eu l'accès à un terrain municipal pour bâtir la maison. Ils ont bâti la maison et 40 ans après, la municipalité n'avait pas passé le contrat, ils n'étaient pas propriétaires. Donc on est en train de le faire maintenant. Très souvent, ce n'est plus les gens originaires, c'est les fils, les enfants. Parfois, ils ont vendu à d'autres, donc c'est très compliqué, c'est tout un puzzle pour arriver à avoir des critères à peu près à des cas, mais on est en train de le faire. Parce que les gens veulent la propriété de la maison. Ça pose une autre question qui reprend le thème de la mixité. Ce qui se passe maintenant, par exemple, dans les quartiers sociaux, c'est qu'à partir de 20 ans, 30 ans que les gens sont là, et les gens vieillissent et parfois ils ont envie de devenir propriétaires de leur maison. Alors la question se pose, est-ce qu'on doit les délocaliser pour mettre d'autres familles pauvres dans ces maisons, ou bien on doit vendre ces maisons? C'est tout un débat qui est ouvert maintenant. Moi, je soutiens que c'est bon qu'il y ait des gens qui veulent acheter leur maison dans ces quartiers. Parce qu'on a l'expérience de voir dans les quartiers où on a vendu une plus grande proportion de maisons municipales à un prix évidemment non lucratif aux gens, le niveau d'appropriation du quartier est augmenté, les gens ne se préoccupent plus du quartier et la mixité arrive par le biais de la propriété, non par le biais d'une imposition de relocalisation, mais par d'autres façons, la mixité peut arriver. Parce que, une partie de la population du quartier elle n'a plus d'argent, elle peut acheter ou elle fait un effort pour le faire, et ça fait toute la différence. Dans les quartiers où on a un pourcentage de, disons, 15%, 20% de gens qui ont acheté, c'est toujours un climat tout à fait différent des quartiers où personne n'a acheté. Donc ça, il faut réfléchir aussi, étudier s'il y a des implications. J'ai l'intuition qu'il y a une implication, mais je n'ai pas d'études pour démontrer ça. Mais j'ai l'expérience. Une autre expérience intéressante sur la mixité. Il y a d'autres façons de faire la mixité. Je vais donner une expérience très radicale, mais je trouve intéressante. Il y avait un quartier, il existe encore, très marginal, au cœur de Lisbonne, qui s'appelle Moralia. C'était la zone des morts, des Mauritains anciennes, qui était très pauvre et très marginal, mais dans le centre de la ville. Et le quartier où il y avait beaucoup de prostitution, trafic de drogue, beaucoup de différents migrants
plus de 70 dialectes et langues différentes. Donc, ça fait une énormité, les gens d'Asie, d'Afrique, etc. Et un quartier où personne ne voulait y aller, tout le monde avait peur de ce quartier, juste à côté du centre-ville. Et le maire a dit, bon, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas délocalisé les habitants du quartier. Il a délocalisé son cabinet. Il a installé son cabinet au centre de ce quartier. Le cabinet du maire. Du maire. Il a été très critiqué. Il a dépensé de l'argent pour faire ça. Il a dit, vous allez voir. Il a développé un plan communautaire avec le quartier, avec les différentes associations, ethnies, etc. du quartier. Il a réussi à trouver de l'argent pour faire de l'investissement dans l'espace public du quartier. Et maintenant, le quartier est à la mode. Le quartier est devenu un quartier à la mode. Donc, le quartier s'est valorisé. Il est très joli. C'est pas n'importe quel quartier. Non, c'est un quartier historique très joli. C'est le berceau du fado. Donc, c'est là où le fado est né. Donc, le fado, si vous connaissez, c'est la chanson, disons, emblématique du Portugal. Donc, c'est là qu'on dit que le berceau du fado, avec les esclaves, etc. Mais c'est vraiment, c'est une autre façon de faire la mixité. Là, c'est pas une mixité ethnique parce qu'elle existe déjà, mais une mixité économique. C'est-à-dire, après tout ça, il y a des gens de jeune génération qui veulent aller vivre dans ce quartier parce qu'il est très différent, très ethnique, etc. Donc, il y a différentes façons d'y arriver, je pense. Sur la notion du privé et du public, l'investissement du privé, enfin l'arrivée du privé dans le quartier de la Duchère, par exemple, a été un acte politique lourd, volontaire. Alors certes, il était avant la crise financière dans les années 2003-2004, mais ces consultations par le cabinet du maire et le GPV de tous les promoteurs pour dire comment vous venez là. Et si vous voulez construire à la Confluence, vous construisez aussi à la Duchère. C'est l'échelle d'agglomération qui rentre en jeu. Et les promoteurs ont dit d'accord, on y vient, mais pas sur la périphérie, mais au centre du quartier. Et c'est 800 logements d'un coup qu'on se répartit entre 6 ou 7 promoteurs. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a, là, c'est réel, Jean Frébault parlait d'ambition, niveau d'ambition qu'on se donne de faire évoluer une agglomération, mais ça, c'est la culture lyonnaise pure et dure. C'est-à-dire qui est historique. Vaux-en-Velin, c'est un processus totalement différent. Après, par rapport à la mixité, c'est-à-dire que la notion et à l'autre élément sur la propriété, ce que vous avez dit sur la notion du statut de l'espace public et pourquoi, en tant que la maître d'œuvre unique sur les espaces publics, j'ai dit on applique le système des espaces publics de la communauté et pas un système appliqué au quartier de la Duchère. C'est pour rendre clairement que l'agglomération vient là avec son niveau de qualité, mais aussi avec la clarté du statut. Il y a du public ou du privé, mais il n'y a rien entre les deux. Et à l'intérieur du domaine privé, il y a des espaces qui sont communs. Et quand on a de la mixité qui n'est pas à l'empilage comme ça, qui ne marche pas, mais le côte à côte, comment on fait qu'une propriété, enfin, achetée par un organisme logeur, donc qui fait de la location, et une propriété vendue, fait que les gens ont le même lieu commun qui gèrent ensemble, sur lequel il y a un projet qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire comment on fait qu'il y a un regroupement des copropriétaires et des locataires pour travailler sur un seul et même espace, mais c'est une obligation de l'îlot de ne pas découper l'îlot. Donc le lieu de la mixité, c'est l'espace ouvert, c'est pas l'espace qui est intime qui est l'espace qui est construit. Et ça, c'est quand même... Voilà. C'est un élément, on est en recherche. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, on est en recherche sur ce thème-là, comment on installe une mixité, je dirais, possible et négociée, pas imposée. Merci. Nous allons prendre une seule question parce que je pense que les gens fatiguent et commencent à partir. Donc, soyons raisonnables. Jean-Louis. Moi, c'est une question à Elena Rosetta. Ah, où est-elle ? Bon, ce sera la dernière. Donc, qui est peut-être dans la continuité aussi de ce que vous venez de nous dire. Mais vous nous avez expliqué qu'il y avait jusqu'à 15% de logements vacants sur la ville de Lisbonne. Chez nous, les logements vacants, on sait que c'est très convoité, ils sont assez vite squattés. C'est d'ailleurs pour les aménageurs souvent un souci, alors que peut-être que là aussi, ça rejoint un petit peu les échanges qu'on a eu tout à l'heure sur de l'occupation illégitime, mais en même temps qui apporte quelque chose. Chez vous, vous n'avez pas ce phénomène-là ?
Je vais prendre toutes les questions. La deuxième. Oui. Vous êtes Je suis Alessandro Deli Ponti de l'agence DVK. On travaille en ce moment sur le Grand Paris. Et en fait, je voulais interroger les urbanistes portugais par rapport à leur expérience. Je me demandais si... On a bien vu comment cette démarche participative est très efficace par rapport à l'amélioration du cadre de vie. Vous pouvez rapprocher le micro parce qu'on vous entend. Oui, au niveau de l'amélioration du cadre de vie. Je voulais savoir si on a des informations, même quantitatives, sur la manière dont cette amélioration a impacté sur l'accès à l'emploi et des habitants. Et dans quelle échelle de temps est-ce qu'on peut mesurer le rapport entre amélioration de l'espace, disons, et amélioration de la condition sociale de ceux qui habitent le quartier. Et notamment aussi, de quelle manière est-ce que cette amélioration de cadre existante spatiale est-elle pensée par rapport au transport public, donc à l'accès de ces banlieues au centre-ville. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre, je crois qu'il y avait une dernière question ici. Paul, tiens. Oui, je voulais juste faire une remarque et qui est aussi une question sur la question de la prise de risque. J'ai l'impression que ce qui nous effraie en France par rapport à la participation, c'est la volonté de contrôle des pouvoirs publics des projets qui vont être faits. Et là, je crois que ce qu'on a vu d'ailleurs du Brésil et du Portugal le montre bien. Il y a vraiment le besoin pour nous, techniciens, de se mettre en situation de risque et d'accepter l'aléatoire. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on continue à travailler sur ces questions-là. C'est plus une remarque qu'une question. Donc, je vais vous demander de répondre très brièvement parce que la journée est longue. Oui. La prise de risque, c'est pour nous pas concepteur, c'est pas du tout une prise de risque, au contraire, mais c'est fait contre le système actuel. Et ce n'est pas, on l'inscrit, mais aujourd'hui, par exemple, on vient de signer le contrat de la deuxième tranche des espaces publics, on l'a mis dans notre offre, deux choses, le diagnostic de ce qu'on a fait en première tranche et la nécessité d'une concertation, discussion, on va dire, discussion et partage du projet pour le contenu du projet, mais pas le dessin du tracé du projet qui reste à la collectivité. Je réponds très rapidement. C'est quelque chose de curieux, mais il n'y a pas d'occupation de propriété privée à Lisbonne. Il y a tous les jours des occupations de propriété municipale. Donc c'est moi qui dois, après, résoudre le problème. Pas mal de complications avec ça. On a dû faire un règlement très strict pour accéder au logement municipal. Donc maintenant, c'est par concours, et c'est très ouvert, c'est vérifiable par l'Internet, pour éviter ce type d'appropriation abusive. Et après que le règlement a été mis en place, on évite après l'occupation, on désinstalle les familles, on les invite à sortir, on les fait sortir. On ne peut pas les laisser là-dedans parce qu'il y a des concours publics où les gens peuvent accéder aux maisons municipales. Mais c'est évidemment des choses difficiles à faire. Les gens ne veulent pas sortir, etc., etc. Et ça demande beaucoup de négociations et aussi de sensibilité. Parce que parfois, les familles qui occupent sont très, 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 très pauvres. Donc, on ne peut pas les mettre dans la rue comme ça. Il faut faire quelque chose avec. Et donc, ce sont toujours des processus qui sont accompagnés personnellement. On ne peut pas avoir une règle générale. Il faut accompagner personnellement la famille et voir, on travaille avec la paroisse, on travaille avec le réseau social pour voir comment on peut faire. Deuxièmement, l'impact de notre programme sur l'emploi, c'est très tôt. Je crois, d'ailleurs, le programme est de l'acupuncture, il n'y aura pas un impact direct, c'est un impact très ponctuel, mais je n'ai pas d'indicateur pour vous répondre. Par contre, sur les transports publics, quelques-uns de ces projets misent justement sur la question des transports publics. Donc, c'est un impact direct puisque c'est une des choses qu'ils veulent changer, soit qu'ils veulent plus d'arrêts, soit qu'ils veulent encadrer les arrêts, donner plus de confort aux arrêts, etc. La question de la prise des risques, je crois qu'elle a déjà été répondue. Le plus difficile, à mon avis, c'est le langage. Parce qu'on ne nous apprend pas dans la faculté à avoir un langage que les gens comprennent. Dans la plupart des discussions publiques sur des plans, les architectes montrent des images et des PowerPoint et les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de voir où est ma maison, ils ne comprennent pas. Donc il faut traduire tout le temps le langage, soit le langage
des images, soit le langage bureaucratique pour un langage courant. Par exemple, je vous donne un exemple. Vérification des conditions de ressources des familles et de l'occupation des maisons municipales. On a traduit par qui habite, combien il paie. Et c'est comme ça qu'on a passé à la population. Qui habite, combien il paie. Parce que le reste, les gens ne comprennent pas la vérification de la condition. Ils ne savent pas ce que c'est la condition des ressources. Donc, c'est un effort très. Il faut le faire tous les jours. Hein. Il faut le faire tous les jours. C'est un effort de patience. La participation demande du temps et de la patience. Ça, c'est, à mon avis, le plus important. Et Eduardo, juste un mot sur les effets sur l'emploi, parce que je crois qu'il y en a sur les favelas que nous avons visités. J'ai traduit Viviane, comme ça. Dis-le direct. Nous n'avons pas encore été en train de faire mesuration de l'impact sur l'emploi. Donc, il y a quelques actions capacitation ponctuelle. Ce que j'avais dit que c'est très plus important dans les comptes de l'emploi. Cette réinclusion territoriale, c'est un effet de levier pour l'accès à la ville et trouver. Il a perdu les stigmes d'habiter dans un endroit qui n'a pas d'adresse et toutes ces possibilités qui s'ouvrent. C'est un processus un peu à moyen terme et nous n'avons pas mis encore des processus de mesuration. Mais on est très persuadé que ça commence par des quartiers qui ont été faits déjà depuis quelques années. Et cette réintégration, que les gens sont plus ouverts à la capacité, surtout de la mobilisation urbaine sur le marché. La préoccupation, c'est plus grande, c'est que le processus d'urbanisation qui valorise ces quartiers ne lui fait pas la plus grande préoccupation, c'est qu'il expulse dans l'expérience qu'on vit maintenant. C'est que les gens ne soient pas expulsés, mettre en dehors de l'urbanisation. Déjà, le fait de ne pas les expulser des lieux qui sont proches du centre-ville est un accès à l'emploi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais vous dire tout de même que vous ne le savez peut-être pas, mais les 5 à 7 sont filmés. Nous fabriquons des petits films que nous mettons maintenant sur YouTube. Donc là, Jacques Lucan est sur YouTube et bientôt sur Dailymotion parce qu'en fait, dans les administrations, on ne peut pas accéder à YouTube. Il y a une bizarrerie qu'on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Donc on va les mettre sur Dailymotion. La séance d'aujourd'hui va être répartie en plusieurs petites séquences qui seront sur Dailymotion. On a plusieurs séquences qui sont sur le site du Club Ville Aménagement. Donc je pense que ce qu'on fera avec Laurence et Marie-Claude, c'est vous faire un mail à tous pour vous donner les liens, parce que vous pouvez regarder soit tout, soit un petit bout. Et de toute façon, c'est retranscrit. Vous avez également la retranscription. Alors on le dit chaque fois, mais ça passe pas toujours. La communication, c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et merci pour votre patience. À propos de liens, je voulais signaler que le Conseil national des villes vient de sortir un document sur la participation des habitants, état des lieux et propositions dans les quartiers en politique de la ville. Donc je suggère que ça fasse partie des liens. On va le faire. On va le faire. Non, merci à vous tous. Merci et à très bientôt. Une toute petite question de la faculté de Marne-la-Vallée. Oui, mais ce sera parce que quelque chose qui n'a pas été abordé du tout, une fois qu'on a bien rationalisé tous les quartiers et qu'on a mis effectivement des équipements à disposition, est-ce que derrière, on va récupérer des impôts, une cotisation, je ne sais pas comment on appelle ça, pour faire fonctionner? Est-ce que les quartiers sont gérés dans la foulée? Je pense qu'ils le sont. Tu l'avais présenté. Bon, écoutez, vous allez le voir entre vous. Ce sera très bien. Merci à vous tous et à très vite.